Plaisir de recevoir M. Stanislas de Larmina, qui est déjà venu une fois l'an passé, qui nous a parlé de l'écologie chrétienne. Son dernier livre est sur le climat. Et le sujet de la conférence de ce soir, c'est l'écologie, une nouvelle religion, point d'interrogation, au service du nouvel ordre mondial. Quand on regarde les grands thèmes de l'écologie moderne, on discerne très rapidement certains thèmes typiquement gnostiques, spécistes. Et si on veut être très bref, on pourrait dire que c'est un anti-humanisme qui est au service, et vous le verrez la semaine prochaine, du transhumanisme et du règne, ça je pense que le père Boboc le dira la semaine prochaine, du règne de l'Antéchrist. Il fait bon voir le pseudo-archevêque de Constantinople, Bartholoméos, ou le pape François, ayant comme conseiller écologique un membre du Bilderberg. Ça en dit long. Quand on regarde son encyclique, et il faut le savoir, c'est pas un texte infaillible, magistériel. Vous avez certains thèmes gnostiques, des phrases surprenantes du genre que l'homme a un pacte avec la terre est notre mère, alors que si on a un regard chrétien sur l'écologie, on a qu'à remonter au livre de la Genèse. À la fin de la création, Dieu présente les animaux, les arbres et tout ce qui est créé à Adam afin qu'il lui donne un nom. Et la vocation de l'homme, pour soumettre la nature, c'est de se soumettre à un ordre naturel qui est inscrit dans la nature. Mais malheureusement, l'homme moderne, marqué par la philosophie de la déconstruction, est incapable de lire dans la nature ce que le grec voyait très rapidement, l'harmonie, qui ramenait à la transcendance. Pacte avec la terre. Et qu'est-ce qu'on voit? Il suffit de donner qu'un seul exemple. Les réunions pseudo-écuméniques de San Egidio, où vous avez le forum, non pas de Davos, ça dans quelques jours, mais de toutes les religions, qui d'un seul cœur chantent les louanges de l'écologie moderne. Et on voit très bien qu'on va se servir des forces religieuses comme mouvement d'animation de la démocratie universelle. Il s'agit de renoncer au fond au contenu dogmatique de chaque religion pour servir les poissons, les chats, les hiboux, tout ce qu'on veut. Une perversion terrible. Et pour cela, il faut revenir à la culture antique, gréco-latine, et savoir que la terre ne ment pas. J'en ai dit assez. À vous, cher ami. Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc le thème de ce soir, c'est une écologie. Est-ce que c'est une religion? Le thème de l'écologie est un thème que je travaille depuis 6 ou 7 ans, et je commence à vraiment prendre conscience que quand on aborde ces thèmes-là, il faut les travailler en profondeur. Autrement dit, je ne peux pas me contenter de faire une affirmation incantatoire en disant « Eh bien oui, l'écologie c'est une nouvelle religion », il faut essayer de fonder cette allégation. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une religion? J'ai retenu la définition d'Émile Durkheim qui dit « un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées ».
Donc, la foi est toujours religieuse, mais la religion comporte, elle aussi, toujours une foi. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir qu'en anglais, il y a deux mots pour le mot foi. Il y a trust, qui est j'ai confiance, et il y a believe, qui est croire. Donc, en d'autres termes, la foi et la religion, c'est un certain nombre de croyances et de pratiques. Je voudrais, pour fonder le fait que l'écologie soit une religion, avoir un premier éclairage qui est celui de la psychologie. Et je vais être un petit peu technique, mais ça permet de vraiment fonder ce que je vais vous dire. Les psychologues, je me réfère à ce qu'on appelle l'heptagone de Fowler. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez petit à petit, qui va apparaître sur cet écran, toute une série d'axes et qui vont permettre d'expliquer ce qu'est une religion. Donc il y a un premier axe que l'auteur appelle la forme logique, c'est-à-dire sa capacité à juger et à raisonner. Donc la question qui se pose en écologie, c'est de savoir si on est capable de s'interroger par soi-même sur des fondements scientifiques, sur des allégations qui sont retenues comme fiables, et l'argument qui consiste à dire qu'il faut être spécialiste pour comprendre les questions scientifiques écologiques n'est souvent qu'un alibi qui nous protège pour nous éviter de faire l'exercice du simple bon sens. Le deuxième axe, l'auteur l'appelle la perspective sociale. Alors en écologie, c'est la question sociale, c'est par exemple toute la thématique des objectifs de développement durable. Je vous rappelle 2 ou 3 thèmes des objectifs du développement durable. Il faut éradiquer la pauvreté, il faut apporter la santé à tous et il faut éduquer les populations les plus pauvres en particulier. Donc tout cela mériterait une conférence à elle toute seule. J'ai mis sur ma première diapo un site, un blog que j'anime, qui s'appelle les2l.com, et rien que sur ce thème du développement durable, vous pourrez vous y référer. Le troisième axe, c'est celui du jugement moral. Alors, il y a des psychologues qui disent qu'il y a des principes moraux authentiques et d'autres qui sont contestables. Et un des psychologues, Fritz Hauser, dit qu'il y a, pour faire la distinction entre les deux, une technique qu'il appelle la technique des dilemmes. Alors malheureusement en écologie, eh bien à l'âge adulte, on a souvent tendance à s'enfermer dans un dilemme qui est souvent binaire et qui procède d'une dialectique tout à fait réductrice. Par exemple, la problématique de la biodiversité. Eh bien, on est dans une problématique tout à fait binaire. Il y a d'un côté une proie et de l'autre côté le prédateur. Je n'ose pas dire que c'est même une dialectique assez marxiste qui n'est pas loin de celle du patron et de l'ouvrier. L'axe suivant, c'est la perméabilité, il appelle cela la perméabilité de l'endogroupe. Donc les individus ont besoin, pour construire leur identité sociale, de se discriminer pour appartenir à un groupe, et en appartenant à un groupe. Eh bien, par exemple, je pense qu'un écologiste, on le sent très vite, n'est pas très perméable lorsque, dans des interventions publiques, par exemple, il refuse de faire appel à quelqu'un qui n'appartient pas à l'endogroupe, c'est-à-dire qui est dans l'exogroupe. Et cette absence de variabilité comportementale le lui interdit. Il n'est pas question de faire venir quelqu'un de l'exogroupe. Et lorsque l'identité sociale d'un individu n'est pas satisfaisante, eh bien, il peut être tenté de quitter son groupe pour rejoindre un groupe qui va plus le valoriser. Et les écologistes aujourd'hui constituent un véritable endogroupe qui permet à leurs membres de se construire une identité. Le cinquième axe, c'est celui que l'auteur appelle le locus d'autorité. Donc en psychologie, c'est un lieu qui détermine la réussite d'un individu dans une activité donnée. Donc vous avez
le locus de contrôle interne. Ce sont les personnes qui croient que leur performance ou leur sort dépendent surtout d'elles-mêmes. Et puis vous avez des locus, des lieux donc d'autorité qui sont externes. Ce sont des personnes dont la croyance est déterminée par des facteurs extérieurs qui sont en dehors de leur influence. Eh bien, les écologistes, ils usent d'un locus externe, c'est-à-dire qu'ils usent du consensus. Or, le consensus, ce n'est qu'un argument d'autorité. Ça ne dit pas comment on analyse le contenu du consensus. Le sixième axe, c'est ce qu'on appelle le... Alors oui, toujours sur ce locus d'autorité, eh bien, il y a besoin d'une cohérence. Les individus ont besoin d'une cohérence. Les uns vont attacher une grande importance au caractère limité de la planète, par exemple, ce sera leur cohérence. D'autres verront le progrès scientifique et diront, avec la science, on va résoudre les problèmes écologiques. Les uns vont se dire plutôt créationnistes, ils rendent un culte au créateur de toutes choses, et d'autres vont se croire plus naturalistes, c'est-à-dire qu'ils vont rendre un culte aux créatures, Gaïa et tout cela. Le dernier axe, c'est ce que l'auteur appelle la fonction symbolique. C'est la manière dont les personnes comprennent les médiations qui sont en jeu entre la réalité et eux-mêmes. Donc c'est toute la question des rites, des symboles, des mythes. Et le seul fait de s'attacher à ces médiations-là, eh bien, révèle que l'individu se déplace dans le registre de la foi. Et Fowler dit, la foi est caractérisée par ces questions. Quelle est, avec deux LE, la valeur ultime, le pouvoir ultime? Envers qui est-ce que je dois, en définitive, être loyal? Par quoi suis-je concerné en dernière instance? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Eh bien, que devient ce sens de la vie dans nos cultures qui ont rompu avec leurs racines? Eh bien, je crois lorsqu'il disparaît toute transcendance d'une vie spirituelle future, il ne reste que le présent, ou bien alors une génération qui pense ne pouvoir planifier le futur de l'humanité sur une mission de développement durable. Donc le développement durable devient une alternative à la transcendance perdue. Donc vous voyez ces 7 axes, et qui forment un heptagone, et maintenant je vais, au lieu de les décrire en fonction de leur axe, je vais les décrire en fonction des heptagones. Selon qu'il y a beaucoup de connexions ou qu'il n'y en a pas beaucoup entre ces 7 axes. Donc tout en bas, vous avez peu de connexions, et c'est ce que Fowler appelle la foi intuitive et projective. Il n'y a pas beaucoup de connexions entre la logique, la symbolique, la morale, la vision du monde et tous ces domaines. Donc il s'agit essentiellement d'une foi acquise au travers d'expériences, d'histoires ou d'images transmises par des personnes avec qui l'individu est entré en contact. Et les partis écologistes ont en général, certes, ils ont perdu la bataille électorale, mais en revanche, ils ont gagné, au plan culturel et politique, beaucoup de batailles, puisque les valeurs écologiques sont maintenant majoritaires et intuitivement reconnues, que ce soit à droite ou à gauche. Les opinions publiques sont animées d'une sorte de foi projective, donc cette foi que l'auteur appelle la foi projective, dans la mesure où les réponses spontanées sont produites par des personnes qui sont soumises aux mêmes réactions, aux mêmes excitations de médias, et qui sont souvent ambiguës et dépourvues d'objectivité. La deuxième foi, l'auteur l'appelle la foi mythique littérale. Dans ce domaine, il y a un peu plus de connexion et il y a un attachement très fort à la justice et à la réciprocité de l'univers. Je dois être bon avec l'univers pour que l'univers soit bon avec moi. Toutes les divinités sont anthropomorphiques dans ce type de foi et elles utilisent des métaphores
des langages symboliques qui sont souvent interprétés de façon très littérale. Vous avez un philosophe, Lovelock, qui a beaucoup contribué à développer chez les écologistes ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, qui reprend donc le contexte de la déesse, de la terre nourricière des religions grecques. Donc on utilise des symboles, vous avez la couleur verte, les labels, l'arbre à la feuille, tout ça est utilisé, je ne dirais pas la pomme. La sémantique qui est utilisée, ce sont également des qualificatifs symboliques. Le naturel est vrai, le respect, il y a des commissions internationales sur le respect, on ne sait pas le respect de quoi, mais le respect est fondamental, la durabilité est fondamentale, le biologique aussi. Donc ce style de foi rend difficile la confrontation avec des aspects rationnels. Et ça rend très difficile le débat contradictoire. Parce qu'on est en pleine subjectivité, en pleine émotion et au milieu de mythes. Et tout à l'heure, je vous parlais de la nature qui est vraie. On a ce mythe de la nature vierge, de la nature sauvage, généreuse, le mythe de la permaculture. Je le cite parce que quand vous allez sur le site internet de l'Association française des permaculteurs, eh bien voilà comment ils définissent la permaculture. C'est une éthique, ainsi qu'un ensemble de principes qu'ils appellent le design permaculturel. Comprenne qui pourra, mais on n'est vraiment pas dans le rationnel. La troisième foi, l'auteur l'appelle la foi synthétique et conventionnelle. Donc celle-là, elle est très caractérisée par la conformité à l'autorité et à une identité personnelle. Tout conflit interne à cette foi est complètement ignoré. On ne cherche pas à résoudre des conflits internes parce qu'on a peur de perdre la cohérence que nous avons. Et donc là aussi, le recours au consensus est fondamental. Tout écologiste qui conteste le contenu du consensus doit être exclu. Il doit être ignoré. Moi, il m'est arrivé d'aller dans une académie à Rome où je disais des choses qui n'étaient pas correctes devant des membres qui étaient là, et je m'attendais à ce qu'à la pause, tout le monde vienne me dire « Mais qu'est-ce que vous avez dit ?» Pas du tout, j'étais tout seul, j'étais ignoré. Quand on n'est pas dans le consensus, on est ignoré. Et pire, on est bien entendu médiatiquement exécuté. Donc il est reproché essentiellement aux contestataires d'entretenir la division. Le consensus est pour la paix et nous sommes pour la guerre. Donc les qualificatifs qui sont utilisés pour les décrire, eh bien, ont pour but de décrédibiliser le dissensus. On est des négationnistes, des révisionnistes, des sceptiques. Et c'est un moyen, en réalité, de rassurer les écologistes entre eux. La quatrième foi, l'auteur l'appelle la foi individuante et réflexive. Alors ce sont des mots techniques, mais j'essaye de vous expliquer le contenu de chacune de ces catégories. Celle-ci pousse l'individu, qui est souvent motivé par la peur, à prendre tout de même des responsabilités personnelles, pour assumer ses propres croyances et ses sentiments. Et à ce moment-là, la personne est capable de réfléchir à une nouvelle complexité de la foi, mais aussi à essayer de résoudre des conflits internes. Alors vous avez de nombreux leaders écologistes qui sont dans ce registre, y compris dans des cercles chrétiens, qui s'emploient à présenter une situation catastrophique de la situation de notre environnement. Et ceux qui entendent ce discours sont sensibles à ces images de l'avenir, ils les jugent crédibles, sans autre fondement que la peur qu'ils ressentent. Ils s'engagent donc dans des actions qui, croient-ils, empêcheront la réalisation d'autres catastrophes. Et ça, c'est ce que certains sociologues appellent le catastrophisme éclairé. Hein? C'est-à-dire, je fais un peu peur, je fais un peu de mensonges, mais ça va éviter et ça va permettre à l'auditoire et aux opinions de se mobiliser pour une bonne cause, ce qu'ils appellent une bonne cause, et pour éviter une autre catastrophe. Donc on est bel et bien dans le catastrophisme. La cinquième est une foi conjonctive. Alors,
le mot conjonctive est un mot qui vient du droit. Une obligation est conjonctive quand il y a un débiteur qui doit cumulativement au même créancier plusieurs dettes. Et donc, par analogie, ce que l'auteur appelle la foi conjonctive, eh bien, elle conduit l'individu, un peu plus que dans le cas précédent, à résoudre des conflits qui sont inhérents à la complexité d'une vérité multidimensionnelle et qui ne peut pas être expliquée par une simple affirmation unique. Donc vous avez dans ce genre de catégorie toute la thématique du principe de précaution qui est excellent pour résoudre les conflits internes. On est bourré de contradictions, alors on dit « Ah, je vais avoir recours à ce principe de précaution ». Et ça permet de ne plus avoir à s'opposer à des arguments logiques. Il y a un exemple, c'est les OGM, mais il y en a tant d'autres. La 6e catégorie, que l'auteur appelle la foi universelle, elle est quelquefois appelée éclairée, une foi éclairée. Donc l'individu traite toute personne avec beaucoup de compassion, beaucoup de commisération, parce qu'il voit dans les autres des membres d'une communauté universelle qui devraient être traités avec des principes d'amour et de justice. Et là, on est un peu dans ce qu'on appelle l'anthropophosie. L'anthropophosie, au sens littéral, c'est quelque chose qui est du domaine de la connaissance de soi, de la sagesse de l'homme, et on n'est pas loin là du New Age. Vous avez un rapport de Millivud, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je ne leur donnerai pas le crédit de dire que c'est eux qui ont raison. Parce que je pense que c'est une mission qui de temps en temps doit faire des raccourcis. Mais je note tout de même que dans ce rapport, ils mettent Pierre Rabhi et son mouvement des colibris, qui appartiendrait à la mouvance anthroposophique. Alors, cette approche de ce qu'on appelle donc l'heptagone de Fowler, que je viens de vous décrire, il a un inconvénient, c'est que il n'y a pas d'échelle, c'est-à-dire que vous ne passez pas à titre individuel, personnel, du bas vers le haut, de la foi intuitive, projective, jusqu'à la foi universalisante, et c'est pour cela que, eh bien, il y a des psychologues qui ont qui ont élaboré un autre schéma qu'on appelle le schéma religieux. C'est un schéma qui est mis en œuvre par un psychologue qui s'appelle Streib. Alors, il a mis en œuvre 3 échelles. La première échelle, qu'il appelle TTT, c'est la vérité des textes et des enseignements. C'est un item qui consiste à dire « Ce que me disent les textes et les histoires de ma religion est absolument vrai et ne doit pas être modifié. » Donc vous avez des usages que en fait cet auteur. La deuxième échelle s'appelle FTR. C'est un item qui revient à dire que par une discussion impartiale et juste, nous pourrions résoudre les différences de ressenti entre les personnes. Et donc c'est cette courbe-là qui est la courbe rouge, qui, l'auteur, il s'appuie sur des sondages qu'il a fait pour élaborer cette typologie. La troisième échelle, c'est la xénosophie. C'est une forme de religiosité et de spiritualité qui conduit à donner l'impression qu'il y a des noyaux communs de vérité dans toutes les religions, y compris dans le pluralisme. Donc, l'item typique de cette échelle, consiste à dire la vérité que je découvre dans d'autres visions du monde m'incite à revoir ma propre vision du monde. Alors, que fait l'auteur de ces 3 échelles? Eh bien, il distingue 5 catégories de schémas religieux. Le premier, il l'appelle l'ouverture. Dieu sait qu'on aime aujourd'hui être ouvert. Eh bien, cette ouverture correspond à des individus qui n'attachent absolument aucune importance aux allégations de leur entourage. Eh bien, je mets dans ce cas-là
je constate qu'il y a beaucoup de personnes sensibles à l'écologie qui sont prêtes à des confrontations contradictoires dans lesquelles n'entre pas réellement un schéma religieux. Ça existe. Le développement personnel, deuxième catégorie. Il correspond à des individus qui attachent peu d'importance. Tout à l'heure c'était beaucoup, mais là c'est peu d'importance au discours ambiant. Mais suffisamment pour essayer de résoudre des conflits internes. Et ces gens-là sont toutefois soucieux de faire coexister plusieurs visions de la réalité. La troisième catégorie, il l'appelle le but de la vie. Ce but est recherché par des individus dont les réponses sont corrélées de manière équilibrée entre les trois indicateurs. Vous voyez sur le schéma que les trois courbes sont assez centrées. Mais la religiosité a pour eux des effets considérables sur les comportements dès qu'il y a un conflit. Donc par exemple, quand il y a un conflit sur on parle de croissance et de décroissance, et qu'on se dit « Ah, c'est bien dommage, le PNB n'est pas un bon critère », alors ils ont recours à un comportement en allant chercher d'autres concepts, par exemple le bonheur national brut, ou des indices de développement humain, ou des indices de bonheur mondial. Ça peut faire sourire, mais je n'invente pas les choses. Ces indicateurs existent. Le Bhoutan est classé par les observateurs comme le pays avec le maximum de bonheur national brut. Il se trouve que c'est le pays qui est le plus discriminatoire avec les chrétiens, mais ça, c'est pas grave. Le fondamentalisme, c'est la quatrième catégorie de l'auteur, eh bien, c'est un comportement qui consiste à refuser toute remise en question de ses certitudes. Eh bien, le fondamentaliste, il fuit la coexistence avec d'autres opinions, et on pourrait, là je ne suis pas très gentil, mais je rattache là certains responsables de l'Académie pontificale des sciences. J'y ai fait une intervention et j'ai été stupéfait de voir dans la bouche du chancelier le refus de toute discussion contradictoire scientifique. Ce n'est pas de la théologie, c'est de la science. Donc une académie des sciences qui refuse le débat scientifique, ça pose quand même des problèmes. La cinquième catégorie, c'est ce que l'auteur appelle l'autoritariste. Eh bien, cette personne refuse de remettre en cause ses certitudes, avec un souci encore moindre que le fondamentaliste, de coexister avec ceux qui ne partagent pas ses convictions. Eh bien, cet autoritarisme, il est souvent qualifié de droite, alors que l'autoritarisme écologique, il est souvent porté par des personnes qui ont des idées altermondialistes, voire qui utilisent la dialectique marxiste, comme par exemple avec l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Bien, alors, pour fonder, vous voyez qu'avec ces exemples et des typologies qui ont comme ressort la psychologie, eh bien, on arrive à remettre dans ces classifications que retiennent les psychologues des concepts qui sont écologie et qui collent assez bien. Et j'ai été très surpris de voir que si on a une autre approche du religieux, mais cette fois-ci par la psychanalyse, eh bien, ça colle aussi. Et je vais vous montrer l'approche de Freud. Freud a beaucoup parlé de ce qu'il appelle le narcissisme infantile. Qu'est-ce que c'est que le narcissisme infantile? C'est tout ce qui ressemble à un frein pour permettre à l'adulte d'aller et d'adopter les principes de réalité. Et donc, le développement de l'enfant, ça consiste à passer du stade du narcissisme infantile au stade du principe de réalité. Donc Freud parle beaucoup de cela et dit qu'un enfant qui n'a pas réussi ce passage-là, eh bien, il reste dans, c'est surtout James Jones qui dit cela, il est dans la mégalomanie infantile. Et quand on est mégalomane adulte, eh bien, ça se termine par la recherche de boucs émissaires. Et James Jones, je vous donne sa
sa citation, « L'illusoire et l'infantile sont graduellement placés sous le contrôle du réel et du rationnel. Les illusions infantiles résiduelles constituent en ce sens la perpétuation d'un état mental primitif et représentent donc un grand danger pour la rationalité et la santé mentale. De telles illusions impliquent nécessairement un retrait de la réalité pour un monde d'illusions. » Eh bien, la question, elle mérite de se poser pour l'écologisme, tel qu'il est enseigné dans les collèges. Dès les plus petites classes, les manuels de géographie n'épargnent vraiment plus rien aux élèves sur la question de la justice. Les élèves seraient collectivement coupables. Par exemple, s'il y a des milliards d'êtres humains du Sud qui ont faim, c'est parce que toi, élève français, eh bien, et tes parents, tu habites dans le Nord et ils mangent trop. Dans le Sud, ils ont soif, c'est parce que le Nord dérègle le climat. Le Sud est pauvre parce que le Nord fait un commerce inéquitable. Le Sud fait la guerre, c'est parce que le Nord lui vend des armes. Le Sud est sous-développé, c'est parce que le Nord l'a colonisé. Tout n'est pas tout faux, mais c'est d'un binaire à pleurer. Donc, page après page, eh bien, on s'aperçoit que les manuels de géographie gavent dans les cerveaux des idées absurdes et leur fait croire qu'il existe des liens de cause à effet directs entre ces choses-là, et en particulier entre la richesse des uns et la pauvreté des autres. Eh bien, je pense que l'on peut dire que ces programmes d'enseignement sont complètement déconnectés de la réalité et qu'au bout du compte, ils finissent par entretenir chez les élèves une forme de narcissisme infantile qui va empêcher l'élève de passer au stade adulte. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette mégalomanie. Alors, cet écologisme-là, il est séduisant, il est gratifiant, mais il est parce que, justement, il est illusoire et il est complètement déconnecté du réel. Il se prive de disciplines scientifiques qui sont essentielles. Je vais m'y arrêter 2 secondes, mais moi, je m'aperçois que quand je veux vérifier des allégations d'ordre scientifique, j'utilise 2 sciences. La première, quand il s'agit d'allégations qui concernent, je dirais, la complexité planétaire. J'utilise la méthode qui s'appelle l'identification des systèmes complexes. C'est la seule qui permette de quantifier des relations de cause à effet. Quand on parle du climat et du GIEC, par exemple, il a essayé, mais il y a à peine une poignée d'experts en la question qui font cela dans tout le GIEC. Quand on dit le GIEC, ce sont des milliers de personnes. Eh bien, des spécialistes d'identification, il n'y en a que 5 ou 10. Et par-dessus le marché, ils confondent les causes et les effets. Alors avec ça, on est mal parti. Donc, véritablement, le seul moyen de chiffrer, c'est d'utiliser cette technique. Et quand on est dans des allégations beaucoup plus locales, par exemple, est-ce que en France, de manger du bio va donner le cancer ou pas, va même permettre d'éviter le cancer, eh bien, il faut utiliser une science qui est également compliquée, mais qui s'appelle l'épidémiologie. Toute allégation santé qui n'est pas fondée sur une étude épidémiologique, elle est suspecte. Il faut aller voir tous les modes de vie d'un nombre très important de personnes sur une durée de plus de 20 ans pour être capable de prononcer une allégation scientifique sur ce genre de problème. Et puis il y a également une autre science, c'est la cybernétique, qui concerne l'organisation des écosystèmes et qui permet de voir à quel point il y a dans la nature un nombre incroyable de boucles de rétroaction qui font que les relations de cause à effet, d'ailleurs, sont assez compliquées à chiffrer. Eh bien, quand on est déconnecté du réel, eh bien, l'individu rationnel, c'est James Jones qui parle, immature, il veut au contraire être récompensé par l'imaginaire. Je trouve que ça s'applique parfaitement à l'écologie. L'écologie, c'est une forme de récompense, et c'est une forme de récompense. Alors, il y a l'approche psychanalytique
de la psychanalyse de Freud, mais il y a également un autre psychanalyste qui s'appelle Kobut, et qui lui ne parle pas tellement du narcissisme infantile, mais qui parle du narcissisme cosmique. Voilà comment il le définit. C'est un déplacement des investissements narcissiques qui se dégagent du soi pour adhérer à une conception de participation à une existence supra-individuelle et intemporelle. Alors, c'est compliqué, mais je dirais en résumant que ce narcissisme cosmique, il a transcendé les limites de l'individu. L'individu se sent fusionné avec l'univers ou avec quelques réalités transcendantes. Eh bien là, on a une nouvelle religion qui va surgir, qui sera capable de fortifier l'amour pour les anciens, des nouveaux idéaux, et qui vont transformer le narcissisme en un véritable esprit de religiosité. Et ça pourrait être une nouvelle religion. C'est Kobut qui l'écrit, et qui écrit que cette nouvelle religion pourrait être un système encore non créé à ce jour de rationalité mystique. Bien, donc je vais vite parce qu'on m'a dit qu'il fallait me presser. La troisième chose maintenant, c'est je vais sortir de la psychologie et de la psychanalyse et faire une sorte de conclusion et de résumé. L'écologisme est-il une religion? Eh bien moi je vois dans les deux types de religions. Il y a d'abord la gnose dont le frère Thierry a parlé tout à l'heure, la Gaïa. Qu'est-ce que c'est qu'une gnose? Tout le monde ne le sait pas. C'est une religion où le salut individuel est promis par la gnose. L'homme aurait créé... C'est en ayant connaissance de moi-même et de mon environnement, c'est la connaissance qui va me donner le salut. C'est l'ascèse, hein, le régime végétarien, l'abstinence sexuelle, parce que, bien entendu, dans ce genre de gnose, la procréation est une pollution, c'est même un délit. Donc, la gnose, c'est une recherche de l'intangible qui est cachée dans la nature. Et puis, vous avez une deuxième religion qui elle, n'est pas individuelle, mais qui est beaucoup plus collective, c'est le messianisme. C'est un salut qui est collectif, qui est promis par une élite, en l'occurrence une élite écologique, mais enfin il n'y a pas que des messianismes écologiques, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Donc c'est une élite écologique qui s'est autoproclamée et qui va vous dire « suivez le programme et vous aurez le salut ». Donc en général les messianismes utilisent des mécanismes de peur et d'assouvissement, la peur des pays émergents. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui ont peur, qui disent « ah mais il faut bien... réduire la fécondité parce que les pays les plus pauvres, les pays émergents, ont une fécondité galopante. » Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont peur de cela. Et j'appelle ça même, tout à l'heure je vous parlais du catastrophisme éclairé, j'appelle ça la peur par précaution, ça fait pas de mal. L'humiliation, les messianismes utilisent l'humiliation, je prends un exemple, c'est l'écotaxe. On nous fait payer sur la facture d'un appareil ménager 1 euro, s'il vous plaît, d'écotaxe. Alors on dit, bon, bah, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas, et puis un jour, on va avoir des écotaxes beaucoup plus considérables. Donc on est dans l'humiliation, si ça leur fait plaisir, on est prêt à tout accepter. Et on y va petit à petit. Et bien entendu, dans le messianisme, il y a le primat du collectif et la répression de l'initiative. Parce que, bien entendu, dans le messianisme, eh bien, c'est l'élite qui va dire « suivez le programme ». Donc c'est dans le collectif qu'on va trouver le salut. Et si on est au niveau individuel à essayer de trouver des solutions, on dit « non, 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 on s'occupe de vous ». Alors, une religion au service de la gouvernance mondiale, bon, c'est un thème qui n'est pas forcément évident, mais il y a un proverbe, en tous les cas, qui colle bien avec ça, c'est ce proverbe qui consiste à dire « à problème global, gouvernance mondiale ». Ben, bien sûr, puisque le climat ne s'arrête pas aux frontières, puisque les particules fines ne s'arrêtent pas aux frontières, c'est donc qu'il faut en finir avec les États. Donc, les limites étatiques ne peuvent pas répondre selon cette philosophie, aux enjeux des limites planétaires. Alors, un culte et des pratiques religieuses, oui, il y a le culte à l'individu,
il y a une forme de malthusianisme qui est bel et bien un égoïsme qui relève de ce culte de l'individu. Le culte à la créature, j'en ai parlé tout à l'heure, qui remplace le culte au créateur. Et puis des clercs, ce sont les agents de changement. Et alors, une prédication. Je vous cite 2 phrases, je ne devrais pas vous la montrer. Tiens, je la coupe, je la cite. Ah bah oui, mais ça coupe aussi mon truc. Bon, dommage. La première, allez, en général, je fais la surprise, elle est d'Hitler. Toute tentative pour combattre un système moral par la force finit par échouer, à moins que le combat ne prenne la forme d'une attaque au profit d'une nouvelle position spirituelle. C'est Adolf Hitler qui dit ça. Le deuxième, je vais vous le dire, je vous la lis et je vous dirai qui c'est. Il faut que les ordres administratifs émis pour maintenir l'ordre dans la société soient également accompagnés d'un travail de persuasion et d'éducation. Qui a dit cela? Mao Tse-tung. Et bien entendu, dans tout cela, il y a également des vertus. La frugalité par précaution, la démographie responsable, ce sont les vertus de l'écologisme. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis maintenant disposé à répondre à vos questions. Oui. Je voudrais faire une remarque pour remonter le moral. Quand on vous dit l'Europe est coupable de tout, le bouc émissaire idéal, ceux-là même qui disent cela, lui doivent 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie, car le doublement de l'espérance de vie depuis 150 ans est le fait des Européens. Je vous remercie. J'ai envie de rebondir en disant que je partage le point et que quand j'entends beaucoup chez les jeunes qui malheureusement font de plus en plus d'études de commerce et de moins en moins d'études scientifiques, je vois des discours auxquels ils sont assez sensibles, qui est de dire que la technique rend l'homme mauvais. Alors moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. La technique est neutre. Bien entendu que quelqu'un qui veut faire le bien, et par exemple, comme vous l'avez dit, allonger la durée de vie, eh bien, il va utiliser des techniques et la médecine est là pour cela. Et puis celui qui veut faire le mal, il va utiliser la technique également pour augmenter son pouvoir, ça va de soi. Hein. Mais la technique ne rend pas l'homme mauvais. Pourquoi vous utilisez toujours le concept écologiste est irrationnel? Et moi, je pense que c'est au contraire, traditionnel. Parce que l'humanité prend de conscience. Maintenant, je connais plusieurs scientifiques qui travaillent, même ça, c'est l'époque, qui travaillaient sur le développement technique. Mais ils avaient dit que la civilisation, notre civilisation, elle est prise de faux chemin, parce que les capacités de nature et d'être humain étaient plutôt grillées par les dieux, parce qu'ils sont développé l'énergie nucléaire. C'est ça, c'est quelqu'un qui est et j'ai connu beaucoup de médecins qui maintenant, par exemple, un professeur qui travaille sur la transplantation de cœur artificielle, m'a dit non, parce que je travaille parallèlement, développer certaines possibilités de guérir naturellement. Oui. Et encore avec les Je voudrais rebondir sur ce que vous dites, parce que effectivement, avoir recours à la psychologie ou à la psychanalyse, c'est bien compliqué pour répondre à une intuition que l'on a. Mais, comme je vous l'ai dit au début, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'allégations simplistes et puis de dire parce qu'autrement je vais tomber moi-même dans une des catégories qui ont été décrites là. Je vais dire moi je suis dans mon système de pensée, je considère que l'écologie est une religion et je ne convaincrai personne. Donc il faut aller chercher des fondements pour dire pourquoi on dit cela. Et c'est vrai pour dire que c'est une religion. Maintenant, quand on parle de sciences, j'en ai fait un petit aparté tout à l'heure en parlant des sciences auxquelles il faut avoir recours, mais
sans aller jusque-là, je suis d'accord avec madame quand elle dit que sur la planète, il y a des ressources naturelles tant qu'on en veut. Hein, parce que, et quand on parle des techniques quand on parle des techniques du futur, du soleil ou cela, ou ceci ou cela, de toute façon, une ressource naturelle n'est que n'a de sens que par rapport aux techniques d'un moment. Hein, je me plais souvent à faire, je vais vous faire rire, mais si vous n'êtes pas convaincu de cela, il est grand temps d'aller poser un chrysanthème à vos arrière-grands-parents, parce qu'ils nous ont gardé des stocks de tourbe. Hein. Donc garder des stocks de pétrole, je pense qu'on rigole autant, nous j'en ai rien à faire des stocks de tourbe, mais dans le futur, les stocks de pétrole, nos descendants n'en auront peut-être rien à faire. Une ressource naturelle, que ce soit la tourbe, le pétrole ou autre, n'a de sens que par rapport à la technique d'un moment. Tout ça, ça ne procède pas de la même chose. Donc moi, je ne cherche pas à mettre les écologistes dans une catégorie. Et les chrétiens? Mais les chrétiens, ça va être pareil. J'ai pas besoin de le dire, mais je suis chrétien, et je rencontre des chrétiens avec qui je ne suis absolument pas d'accord. Ils ne sont pas dans le même système de référence. Il y en a qui ne croient que au consensus. Hein, il y a des chrétiens, moi je pense que d'ailleurs, quand je suis attaché à mes références, je m'attache au concile, et dans le concile, il est écrit « Les laïcs ne doivent pas attendre de leur pasteur qu'ils aient une réponse à toutes les questions, même graves, ni même que ce soit de leur compétence. » Autrement dit, un pasteur, je l'écoute quand il me parle de théologie, mais quand il est dans le domaine de la science, il n'a pas à prendre parti. Hein? Donc les chrétiens, là aussi, il y en a qui vont dire « Ah ben le pape l'a dit, donc c'est vrai », il y en a qui vont dire... Enfin, il n'y a pas de catégorie. Je crois que d'abord ce serait assez méprisant d'enfermer une personne dans une catégorie. Écoutez, je vous remercie de l'ensemble de notions qui me paraissent quand même énormes. Est-ce qu'on ne peut pas réduire l'écologie, au lieu d'être une science extrêmement complexe, à une sagesse simple, c'est-à-dire un équilibre? Le mot écologie en grec signifie le discours de la maison qui est la terre. Or, on peut renverser. Si la terre devient aussi la maison du dialogue, je ne dirais pas seulement del consensus, mais du dialogue, et si on met ces deux choses en harmonie, c'est tout ce qu'il faut faire. Parce que, autrement, chaque auteur dénombre des douzaines de cas particuliers, et donc on rentre dans une pensée qui est complexe, laquelle n'a jamais donné la pensée complexe. C'est une pensée qui est bonne quand il arrive à faire quelque chose de simple. Par exemple, le fusque machine à café. Or, je trouve que nous sommes dans une situation qui n'est pas complexe, ni simple, mais complice. Nous sommes appelés à faire ensemble, nous, avec Dieu, et c'est à partir de cette pensée très simple qu'on peut faire une écologie en tant que le discours, donc, relativement scientifique de la Terre, mais la Terre, c'est aussi la maison du dialogue entre nous. Stop. Autrement, chacun fait 14 catégories et on n'en arrive plus. Alors, quand vous dites que l'écologie, c'est le mot grec, je suis complètement d'accord. Éco, c'est la maison, et logie, c'est la connaissance, le savoir. Donc, moi, je dis toujours que l'écologie est d'abord une science. Hein. Et puis, vous avez le deuxième mot, économie. Éco, c'est toujours la maison. Nomie, c'est la gestion. Donc, l'écologie précède l'économie. Donc, s'il y a un équilibre à avoir, c'est dans l'économie. C'est pas dans l'écologie. L'écologie, c'est une science du savoir. Donc, ce n'est pas dans la nature que je vais trouver la vérité. La nature, d'ailleurs, c'est le propre de l'homme, me semble-t-il, c'est que nous sommes pétris de contradictions. Nous sommes tiraillés entre une chose et une autre. Et moi, je suis tiraillé entre la nature que je trouve belle et la nature qui est violente.
Et je ne vais pas dire béni sois-tu, béni soit le soleil, béni soit tout, etc. Et puis béni soit le crocodile qui bouffe sa proie avec tellement de gentillesse. On ne peut pas, à mon sens, dire que la vérité est dans la nature. La nature n'est pas un référentiel. Elle a des lois dont on peut s'inspirer, mais elle n'a pas que des lois dont il faut s'inspirer. Il y a aussi des lois qu'il faut éviter. Donc, ce que vous dites, c'est contradictoire. Mais oui. Parce que, c'est-à-dire que, justement, ça fait belle lurette que l'écologie n'est plus une science comme la cosmologie, mais est devenue politique. Oui, mais moi, quand j'utilise ce mot, pour moi, c'est un mot scientifique pour moi. C'est une science. C'est une science. Vous dites qu'on ne fait pas ce qui est... la science ne dicte pas la conduite des hommes. Donc, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui devenu une art de vivre, ce qui, pratiquement, il faut l'apprendre en tant qu'art de vivre, très simplement. Voilà. Moi, je trouve que c'est les reprises de conscience très rationnelles. Je suis tout à fait contre votre concept. Au contraire, c'est très rationnel. Parce que toute notre civilisation, c'est irrationnel. On fait n'importe quoi. Et maintenant, c'est les prises de conscience. Pourquoi ça me rappelle un peu, justement, une manipulation plutôt soviétique. Tout ensemble dedans, ici, dans votre concept. Je ne comprends pas. Non, mais pour dire que l'écologie... Si ça vient de là, c'est pas grave. Je voudrais faire une distinction quand j'utilise un mot. C'est que je fais une grande distinction entre le mot écologie et le mot écologisme. L'écologisme, c'est un système de pensée. Alors je peux, au nom d'un certain écologisme, dire « j'ai envie d'une vie simple ». Bon, chacun a ce droit. Mais l'écologie, ce n'est pas un système de pensée, c'est une science qui est compliquée, qui est pluridisciplinaire, tout ce qui est... le mot d'écologie est complètement dévoyé, mais il faut utiliser dans ces cas-là le mot écologisme. Bon. Oui. Ok, je peux vous poser une question. Je suis économiste. On n'arrête pas de nous rabattre en ce moment la surpopulation mondiale, 2015, problème d'eau, 2020, problème d'alimentation, les mers qui sont en train de se vider des poissons. Enfin bref, c'est la théorie malthusienne. Alors qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Le climat. Bon, bah alors là c'est pareil, hein, j'ai travaillé sur la régulation, tout ce qui est en fait les quotas de CO2 que les pays se revendent entre eux. Donc on sait que c'est une foutaise lamentable. Donc, dernièrement, sur CNews, ils ont passé une émission aussi sur la surpopulation mondiale avec des statistiques très intéressantes en disant que nous mettions notre planète en péril, l'environnement en péril à cause de cette surpopulation. Alors les stats, c'est pas moi qui les ai sortis, c'était sur CNews. Essayez de récupérer l'émission si vous pouvez la voir. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Je suis théologienne aussi, alors moi ce qui m'étonne, c'est Dieu pourvoit aux besoins de l'homme. Alors je me dis quand même, on n'arrête pas de nous parler de la surpopulation mondiale. Et en théologie, on dit que Dieu pourvoit aux besoins de l'homme, et je me dis, un Dieu qui fait autant d'hommes sans pouvoir les nourrir, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Oui, mais je ne vais pas mettre Dieu là-dedans. Je ne vais pas... Non, mais Dieu est important, bien entendu, mais je ne vais pas mettre Dieu là-dedans, dans le fait que Dieu va pourvoir à tout. Pourquoi dit-on que la planète est en péril avec la surpopulation? C'est un concept qui a été inventé par le Club de Rome qui s'appelle l'empreinte écologique. Ce thème de l'empreinte écologique, vous en êtes bercé, enfin vous et malheureusement, surtout nos enfants. L'empreinte écologique, c'est ce qui fait qu'on vous dit qu'à partir du 15 août, ça y est, on a consommé toutes les ressources de la Terre. C'est un concept où dit à l'envers, nous avons besoin de deux terres pour vivre. Alors, ça vaut la peine d'aller sur Internet et de chercher les grands scientifiques qui ont fait ce calcul. Alors, je vais vous le résumer. Vous avez un premier élément, c'est les besoins dont l'humanité a besoin en surface de continent pour cultiver du blé, etc. Donc, surface 1. Et puis, il y a également, comme nous mangeons du poisson et que nous avons besoin des océans, il y a une surface 2, les océans. Alors, j'additionne les surfaces d'océans et les surfaces de continents.
Vous imaginez bien que pour faire un calcul scientifique de ce genre-là, il faut passer par un calcul, par des coefficients d'équivalence. Je vous laisse imaginer la rigueur scientifique de calculer un coefficient d'équivalence pour additionner des surfaces d'océan et des surfaces de continents. Mais ce n'est pas que tout. Il faut également des surfaces pour éliminer les déchets. Alors j'ai envie de vous poser une question, c'est à votre avis, c'est quoi les déchets? Alors on va commencer à dire, il y a les déchets de plastique, les ceci, les cela. Non, 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 non. L'empreinte écologique n'est calculée que sur un seul déchet, le CO2. Et le CO2, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des surfaces virtuelles de forêt pour absorber le CO2 que nous dégageons. Et comme par hasard, le coefficient d'équivalence pour additionner des surfaces réelles et des surfaces virtuelles, eh bien, c'est du simple au double. Donc, on additionne des surfaces virtuelles et des surfaces, il faut le double de planètes. Attendez, on se fout du monde, excusez-moi du mot. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, on en arrive vite à dire, puisqu'il faut 2 planètes, c'est qu'il faut diviser la population par 2. Donc, tout le malthusianisme et l'écologie sert cette idéologie-là. Hein? Donc, moi, je pars d'un autre raisonnement très très simple. Aujourd'hui, nous sommes quelques milliards d'habitants. En 2050, on sera 10 milliards. Mais attendez, mais quand on sera 20 milliards, eh bien, il y aura les ressources qu'il faut. Je ne dis pas il n'y a aucun problème, parce que malheureusement, l'homme est sur Terre pour résoudre des problèmes. Mais il y a aucun... Moi, je le dis, j'ai même envie de dire vivement demain, quoi. Vivement, nos petits-enfants, ils vont se marrer quand même. À 20 milliards, il y a de quoi s'amuser. Et monsieur, aujourd'hui, ils vont travailler les économistes pour savoir comment on va faire demain pour survivre en 2015, Mais en 2020. ça, c'est la maladie. C'est la maladie des modèles. Ce n'est pas avec des modèles qu'on trouvera la solution pour passer des ressources de 10 milliards aux ressources de 20 milliards. Je ne sais pas comment on fera. Et je ne sais pas comment feront mes petits-enfants. Mais ce n'est pas avec des modèles qu'on va trouver la solution. Les modèles, attendez, moi j'ai été en université dans les années 70, et on nous faisait apprendre par cœur le rapport Meadows du Club de Rome, où on nous expliquait que, donc en 70, qu'en l'an 2000, il y aurait une famine généralisée, parce que la population était sur une croissance exponentielle, et la science et la technique étaient sur une croissance linéaire. Ben, c'est l'inverse qui s'est passé. Alors attendez, des modèles qui nous font prévoir des choses comme ça me fait plutôt sourire. Est-ce que vous avez lu le livre La malédiction des matières premières, avec la spéculation qui est faite actuellement avec les matières premières dans le monde? Je suis un spécialiste des bourses de marchandises. J'ai été membre d'un comité technique de bourse de marchandises, et je peux vous dire que le fait de dire que les matières premières, les cours montent quand il y a une spéculation, c'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas les spéculateurs qui font monter les cours d'une ressource, ce sont les stocks. Il y a du stock qui baisse, le cours monte, il y a des stocks qui montent, le cours baisse. Vous pouvez inventer tous les spéculateurs, sauf quand une bourse est manipulée. Ça, c'est un autre problème. Hein? La bourse du soja ne marche pas, parce qu'elle est dans les mains des triturateurs. Donc la bourse du soja, vous ne pouvez pas mesurer à partir d'une bourse les stocks de soja. Par contre, tous les stocks de blé, tous ces stocks-là, ce n'est que la quantité qui fait le cours. Ce ne sont pas les spéculateurs. Donc je peux avoir vu pour moi, de ce côté-là, la télévision n'est pas la bonne référence. Hein. Parce qu'à la télévision, on va m'expliquer que les spéculateurs sont les coupables. Vous savez, il faut être binaire. Hein, il y a les méchants et les gentils. Mais il y a un bouquin remarquable qui a été écrit là-dessus, c'est La malédiction des matières premières. Mais il n'y a pas de malédiction. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Mais quelle malédiction y a-t-il sur quelle matière première? Prenons-les une par une. S'il vous plaît. Ah non, mais ça, c'est la télé qui dit. Prenons-les une par une. Oui. On peut dire d'une certaine manière qu'il y a un monde scientifique au service de la propagande naturaliste. C'est un pléonasme, si je dis ça volontairement. C'est-à-dire qu'on écoute un certain monde scientifique, mais au service d'un isme, là de l'écologisme, pour remplacer peut-être d'autres champs religieux. Donc là, est-ce que c'est pas une attaque directe de toute façon qui est faite par le système? Je pense effectivement qu'il y a une forme de science militante. Je vais en prendre un autre exemple. Quand moi je suis biologiste, et quand vous
et quand vous entendez parler, par exemple, de la recherche embryonnaire pour faire de la thérapeutique. Ça fait 40 ans que l'on nous dit que la recherche embryonnaire et que les cellules souches embryonnaires seront une solution pour la thérapeutique. Tout le monde savait déjà depuis plus de 20 ans que transférer des cellules souches embryonnaires sont la garantie de transférer un potentiel de cancer, parce qu'une cellule totipotente, eh bien, elle a justement cette caractéristique de se développer en n'importe quel, organe. Or, la preuve est arrivée depuis un petit peu plus de 5 ans, c'est qu'on maintenant on parle des cellules souches adultes. Les cellules souches adultes sont des cellules qui permettent de faire des thérapeutiques, et maintenant on a des thérapies qui fonctionnent avec les cellules souches adultes, qui sont des cellules un petit peu moins totipotentes, elles sont multipotentes, mais ça, n'importe quel biologiste le sait. Eh bien, vous allez sur le site de l'INSERM, de la recherche médicale, eh bien, vous voyez toujours les cellules souches embryonnaires seront les techniques de demain. Donc il y a une science militante. Donc la question suivante, c'est est-ce que c'est pas au final pour laisser libre cours les apprentis sorciers de la science aller là où ils veulent? C'est-à-dire de dire d'une certaine manière que toute démarche d'analyse qui amènerait des résultats serait justifiée par elle-même et qu'au regard de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, nous devons accepter de les laisser aller là où ils veulent. C'est-à-dire que Dieu serait remplacé. Je suis très gêné avec la science parce que d'un côté, je pense que la science est l'homme est fait pour savoir, donc la science est bonne. Et d'un autre côté, je ne veux pas faire de la science un scientisme. C'est pour ça que j'ai dit un monde de la science. J'ai pas dit toute la science. Oui. Hein. Non, mais c'était un secteur. Et c'est pour ça que je suis assez gêné quand j'entends le mot liberté de la science, parce que il y a deux domaines où on parle de liberté. Il y a la liberté de la science et la liberté de la presse. Et je suis assez surpris de voir que les députés ne parlent pas de la liberté du législateur, les fonctionnaires ne parlent pas de la liberté de l'exécutif et les juges ne parlent pas de la liberté judiciaire. Ils parlent du pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, parce que quand on utilise le mot pouvoir, il y a le mot contre-pouvoir. Or, dans la science, eh bien, je pense qu'il faudrait arrêter, dans la presse aussi d'ailleurs, on ne devrait pas parler de liberté, on devrait parler de pouvoir. Et quel est le contre-pouvoir de la science? Pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'éthique. Et une science sans éthique, ça se termine dans le mur. Hein? Vous en avez deux? Aujourd'hui. Bon. Donc, on va arrêter les questions, mais rassurez-vous, ce sujet n'est qu'effleuré, et vous serez réinvité très prochainement avec peut-être un autre conférencier, faire une conférence à deux sur ce thème. Je signale à ceux qui viennent pour la première fois qu'on a un site sur YouTube, vous tapez Cercle Aréopage, et dans quelques temps, vous aurez un congrès qui vient de se tenir en Moldavie, qui est l'Anti-Davos, avec des sociétés économiques. Donc, essayez de faire connaître cette pensée, je ne dirais pas alternative, réaliste. Donc, n'hésitez pas maintenant à venir vous faire dédicacer les livres du conférencier. Cher ami.